Bonjour à tous. Je crois que nous sommes en Bonjour. live là. Ouais. Bonjour. Top. Bonjour. Ok, nous sommes déjà 34 personnes présentes, 34 inscrits au webinaire et présentes. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous venez sur le chat juste à droite. N'hésitez pas. Hein. Ok. Alors, vous pouvez aussi dire votre secteur d'activité. Là, c'est vraiment On a la position géographique. Pas mal aussi, hein, tu me dis. Voilà, est-ce qu'on a beaucoup de personnel de… Ah, ok, voilà, super. Personnel de santé, génial. Ok. Beaucoup d'EHPAD. Super. N'hésitez pas s'il y a des personnes qui sont présentes et qui ne font pas partie du milieu de la santé, n'hésitez pas aussi à le… Toujours intéressant de voir effectivement d'avoir le panel complet. Il y a du RH aussi. Il y a du RH. Ok. Il est 33. Enfin, moi, je propose qu'on commence d'ici 30 secondes. Ça vous va? On attend encore très bien. une trentaine de secondes et puis on y va. On a atteint la barre symbolique des 40 participants connectés, donc on va pouvoir démarrer effectivement. Ok, super. Eh ben, écoutez, en tout cas, enchanté tout le monde. On est ravis que vous soyez présents à ce webinaire qui effectivement, voilà, aujourd'hui l'idée c'est d'aborder le sujet de l'intégration comme levier de fidélisation des soignants avec les ans d'Elsan et je pense que chacun se présentera par la suite. Mais voilà, l'idée de ce webinaire, finalement, c'est de se dire qu'une fois que l'on a attiré l'ensemble des soignants, l'idée, c'est ensuite de se dire comment les fidéliser. On sait que l'intégration des collaborateurs, c'est une véritable étape stratégique pour les entreprises et notamment dans le domaine de la santé et qu'elle joue un vrai rôle prépondérant dans la productivité, dans la fidélisation et la satisfaction des employés. L'univers de la santé, c'est un univers spécifique, finalement, où les normes et les réglementations sont nombreuses. Et d'où l'importance, finalement, d'offrir une véritable expérience d'intégration et qu'elle soit qualitative. Ça, c'est vraiment crucial dans le cadre de l'univers de la santé. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est effectivement de nous permettre de plonger dans les enjeux de l'onboarding dédiés à cet univers, de mettre en lumière, finalement, les acteurs qui interviennent et les méthodologies spécifiques qui ont été mises en place, en tout cas de notre côté, sur ce secteur. Alors, pour la petite anecdote, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, je vais me présenter par la suite, mais très rapidement, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, Antoine, qui est toujours le cofondateur de Hublot lors des éditions de Innolab de Elsan. Donc, c'est un événement annuel qui met en avant des cas concrets qui allient l'humain et le digital au service du soin. Et finalement, après avoir échangé avec Antoine, puis après avoir échangé avec Adrien, qui est ici présent, on a découvert de vraies synergies entre A-Team, entre Hublot et entre Elsan. Et donc, c'est tout naturellement que l'idée s'est faite d'organiser ce webinaire
pour voilà, exposer l'ensemble de ces sujets. Et finalement, je vais me présenter en premier lieu, puis je laisserai chacun prendre la main. Moi, je suis Alexandre Avignon. Je suis aujourd'hui responsable du développement chez iTeam depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et voilà, l'idée, c'est que moi, j'ai été aussi aux prémices finalement des discussions avec Elsan, du partenariat avec Elsan. Et voilà, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous apporter aussi quelques chiffres sur l'onboarding et effectivement vous apporter aussi ce que l'on a pu mettre en place au sein de Elsan et des établissements. Voilà. Du coup, je vais laisser la main à Zara d'ailleurs. Zara, je te laisse Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Zara Hamdan, je suis cadre de service à Medipôle Saint-Roch et je suis référente d'intégration dans cette même structure. Donc, j'interviendrai, moi, pour vous présenter le parcours d'intégration qui a été travaillé sur la structure pour faire un retour d'expérience de ce qui peut être proposé sur le terrain. Je passe la main à Florian qui va se présenter. Merci Zara. Donc, bonjour à tous aussi. Florian Baudet, je travaille sur le groupe Elsan depuis 7 ans. Commencé comme apprenti et puis aujourd'hui je travaille à la direction RH du groupe et notamment sur les questions de process et des outils liés au développement RH. C'est pour ça que je travaille au quotidien beaucoup avec Alexandre et Adrien. Et bonjour à tous, du coup je suis Adrien Beata, un des cofondateurs de Hublot, qui est une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Chez Hublot, on développe des solutions pour aider les établissements à gérer leurs problématiques de remplacement et de recrutement notamment. Et je peux passer juste à la page d'après pour vous donner quelques chiffres. Hein. Donc Hublot, on accompagne un peu plus de 4000 établissements sanitaires et médico-sociaux, principalement en France. 1 million de professionnels de santé qui sont inscrits sur notre plateforme. En termes d'usage, on a à peu près 5 millions de heures de missions réalisées tous les mois sur la plateforme. Et l'objectif était de faire gagner du temps aux opérationnels, notamment cadres de santé et RH. Donc, ce qu'on mesure après 8 années d'usage et de retour des établissements, c'est qu'on fait économiser à peu près 2h30 par jour. Du coup, pourquoi est-ce que ça nous intéressait beaucoup de prendre la parole aujourd'hui? C'est parce que le sujet du recrutement, entre guillemets, de l'intégration, notamment des vacataires, hein, donc ces personnes qui se rendent disponibles pour intervenir dans les établissements, eh bien, c'est un sujet important et qu'on voit de manière assez structurelle depuis quelques années. Donc, on a quelques éléments à partager sur ce qui, pour nous, permet aussi de bien réussir l'intégration de ces personnes-là dans les établissements. Et je te repasse la main, Alexandre, pour que tu puisses nous en dire un peu plus sur iTeam. Ouais, super. Merci Adrien. Donc, effectivement, nous, iTeam, aujourd'hui, on est une plateforme qui digitalise l'ensemble du processus d'intégration. Et ça, dès l'acceptation de la promesse d'embauche d'un collaborateur. Donc, ça peut être plusieurs mois avant son arrivée, avant son premier jour. Et on verra par la suite que ça a aussi son importance, hein, bien entendu. Et aujourd'hui, on intervient à différents cycles de vie du collaborateur, puisqu'on digitalise des process d'intégration, mais pas que. On peut aussi digitaliser les process de mobilité, de départ. Et on a aussi un vrai rôle maintenant dans la gestion administrative des équipes RH. L'idée étant de faire gagner un temps précieux pour les équipes RH, justement, en automatisant toutes les tâches chronophages. Et également d'améliorer l'expérience, on en a parlé en amont, améliorer l'expérience collaborateur, et ça dès le pré-boarding, donc avant son arrivée. Aujourd'hui, chez iTeam, nous, on comptabilise plus de 200 clients avec un taux de rétention très important. Ça signifie aussi que finalement, les entreprises qui adoptent la solution iTeam, très clairement aujourd'hui, ont du mal à s'en défaire. Et on comptabilise aussi plus de 80 000 utilisateurs sur la solution. Donc, c'est aussi une notion de volumétrie importante, avec un taux de satisfaction qui également dépasse les 9 sur 10. Donc là, on est très fiers de ce chiffre, on le met souvent en avant, mais ça montre aussi tout l'intérêt de mettre en place une solution sur la partie pré-boarding en amont. Et aujourd'hui, voilà, on a été créé en 2017, on est présent dans plus de 80 pays, donc on fonctionne aussi bien en France qu'à l'international. Et finalement, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir
s'adresser à tout type de secteur, dont celui de la santé. On en parlera juste après et je te laisse la main, Florian, pour parler d'Elsan. Merci. Du coup, je vais m'exprimer au nom d'Elsan. Donc aujourd'hui, Elsan, c'est le leader de l'hospitalisation privée en France. Alors sur aujourd'hui 214 établissements, avec une grande partie que la plupart peut-être connaissent sur la partie MCO, donc médecine, chirurgie obstétrique. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi beaucoup de centres de HAD, d'imagerie. On fait aussi aujourd'hui de la prévention, vraiment pour avoir un rôle global sur la santé en France. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 2/3 des Français qui sont à moins de 40 km d'un établissement en France. Donc il y a vraiment une forte activité qui répond aux besoins locaux en région, parce que c'est aujourd'hui sur 12 régions que sont présents les établissements Elsan. Et c'est à peu près 5 millions de patients accueillis chaque année et 33 000 naissances par exemple. Donc, pourquoi aussi ce webinaire aujourd'hui avec Elsan, avec A-Team et Hublot? Parce qu'aujourd'hui, on a 28 000 collaborateurs. Parmi ces 28 000 collaborateurs, du CDI, du CDD, du vacataire. Et on a besoin de gérer toute cette population qui est très majoritairement soignante et de répondre à leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que depuis 2017, on travaille avec Hublot. Et aujourd'hui, on est à plus de 150 000 missions qui passent via Hublot par année. Et depuis 2022, on travaille avec A-Team. C'est aujourd'hui plusieurs établissements qui ont été déployés avec un tronc commun dont on parlera plus tard, qui répond aujourd'hui à nos CDI et nos CDD. Et je te repasse la main, Alexandre. Ouais, super, merci. Merci Florian pour ces chiffres. Donc finalement, l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de l'aborder en 3 étapes. C'est dans un premier temps de parler de l'importance de l'intégration à travers finalement des chiffres plus globaux. Ça, c'est moi qui vais en parler. Et puis ensuite, on ira un peu plus de façon plus précise sur le milieu de la santé. On pourra ensuite, dans un deuxième temps, aborder l'exemple d'Elsan à travers un vrai cas concret, à travers également la participation de Zara. Et dans un troisième temps, effectivement, l'idée, c'est de vous présenter le modèle d'intégration des vacataires à travers Hublot et A-Team. Du coup, concernant l'onboarding en soi, alors vous voyez à l'écran, effectivement, il y a pas mal de chiffres. Je pense qu'il est important de retenir ici, ce sont d'une part les 17 heures de temps effectivement, qui sont passés par les équipes RH aujourd'hui dans le cadre d'un seul processus d'intégration, ce qui est énorme finalement. On s'aperçoit qu'il y a énormément de tâches finalement qui sont chronophages, qui prennent du temps. Ça concerne évidemment tous les interlocuteurs, toutes les parties prenantes dans un seul process, mais 17 heures, c'est énorme. Et finalement, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'un coût recrutement raté, aujourd'hui, ça c'est une étude de Manpower, peut coûter de 30 000 à 60 000. Donc, c'est énorme. Ça, ce coût il est essentiellement lié aux dépenses, donc liées au recrutement, les coûts indirects comme l'intégration du salarié qui inclut l'onboarding et la formation, ou encore des répercussions sur l'entreprise comme la baisse du chiffre d'affaires ou l'impact sur l'image de marque. Et finalement, voilà, c'est aujourd'hui un coût très important. Autre chiffre aussi, et ça c'est selon GateUp, c'est que 12% des collaborateurs sont satisfaits par onboarding. Donc, c'est un chiffre qui est aujourd'hui quand même assez parlant. Et autre chiffre aussi, c'est qu'un cinquième ne se présente pas le premier jour. Donc là, finalement, ce taux de no-show, il est aussi lié en amont. Comment travailler en amont sur le pré-boarding, faire en sorte de créer un lien fort avec son entreprise avant que le collaborateur pour éviter que ce taux de no-show intervienne. Donc, pour ça, finalement, à travers l'étude de Glassdoor, 82% de rétention lorsqu'il y a une phase de pré-boarding qui est mise en place. Ça montre aussi tout l'intérêt de pouvoir, encore une fois, créer du lien avec son collaborateur avant son arrivée, faire une bonne impression, créer une relation forte et surtout réduire le taux de turnover de 40% justement dès l'acceptation de la promesse d'embauche d'un collaborateur. Donc ça, ce sont des chiffres, vous pouvez les retrouver, on pourra vous envoyer le lien à la suite de ce webinaire
sur notre livre blanc sur eTeam. Hein, on a l'explication de l'ensemble de ces chiffres-là, voire plus. Mais l'idée, c'est l'importance de prendre soin du collaborateur durant tout son cycle de vie, durant tout l'onboarding, mais surtout aussi en amont, dès l'acceptation de la promesse d'embauche, même avant son arrivée. Je vais peut-être laisser la main du coup d'Adrien pour entrer peut-être plus dans le spécifique finalement. Oui, merci. Merci Alexandre. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est effectivement important de considérer que l'onboarding, ou en tout cas que l'accueil d'une personne et notamment d'un soignant, ça se passe avant l'arrivée, le jour de l'arrivée et puis même après l'arrivée de la personne. Je voulais commencer par vous partager quelque chose. En fait, nous, Hublot, on a un groupe Facebook sur lequel il y a 40 000 soignants qui échangent un peu librement sur leur problématiques du quotidien, on va dire. Notamment, ils se demandent beaucoup de conseils entre eux. Et dans la préparation de ce webinaire, en fait, on a vu sur ce groupe un peu fruit du hasard, ou alors c'est quelque chose qui arrive fréquemment, ce message que je vous ai remis à l'écran de quelqu'un qui écrit « Bonjour, avez-vous déjà été mal accueilli lors d'une mission? Comment avez-vous réagi, sachant que j'ai d'autres missions là-bas ?» Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les réponses qui sont fournies par les soignants, elles sont assez diverses, mais globalement, mauvais accueil signifie principalement et souvent assez peu de chances de réaliser une deuxième mission, en tout cas de s'engager dans une relation pérenne. Hein. Donc, vous voyez à l'écran des verbatims qu'on a repris en commentaire de cette question qui était posée. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai annulé toutes les missions en expliquant pourquoi au RH. Moi, j'ai fait un mail, j'ai dit que je ne revenais pas. Ça m'est arrivé, c'était ma première et dernière mission chez eux. Voilà, j'annule mes missions si mauvais accueil. Donc, vous voyez qu'en fait, un mauvais accueil peut avoir des conséquences extrêmement négatives et néfastes pour l'intégration et pour la pérennité de la relation entre l'établissement et le soignant. Et donc, on est allé regarder un peu dans nos données côté Hublot, dans nos chiffres, et je voulais vous partager, trois choses qu'on a trouvées très intéressantes et en tout cas qui sont des éléments de réflexion et de travail. Alors, pour vous donner un peu d'idées, donc nous, chez Hublot, on voit passer plus de 50 000, alors là j'ai appelé recrutement, les 50 000 recrutements, ce sont des vacataires qui ont postulé dans des établissements qu'ils ne connaissaient pas et qui ont effectué au moins une mission. Donc on commence à avoir des chiffres assez significatifs qui nous permettent de voir des tendances. Et donc il y a trois choses que je voulais vous partager aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on se rend compte que le délai de traitement d'une candidature, donc le délai d'acceptation de quelqu'un, a un impact assez fort sur le fait qu'une personne elle travaille ou non in fine dans l'établissement. C'est assez impactant. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les candidatures qui étaient traitées la semaine où elles étaient envoyées, eh bien, elles avaient une probabilité beaucoup plus forte de se transformer en une relation de travail entre le soignant et l'établissement. Et quand on regarde l'impact que le temps a, globalement, on a 2 fois plus de chances d'avoir un soignant qui travaille quand on traite sa candidature la première semaine que quand on attend. Et on a des établissements qui parfois peuvent attendre un peu longtemps et donc diminuent les chances que ça se transforme en une relation de travail. Le deuxième chiffre qui nous a pas mal interpellé, c'est qu'en moyenne, il s'écoule 34 jours entre l'acceptation d'une personne dans le réseau de l'établissement et la date de sa première mission. Et donc là, on se dit qu'il y a quand même une zone d'amélioration assez forte parce que on a des échanges avec le soignant côté établissement et puis ensuite, finalement, la vie et l'engagement de la personne fait que le temps est assez long avant que cette personne vienne effectuer une première mission, alors que sur l'onboarding et sur l'intégration, mieux vaut battre le fer tant qu'il est chaud et que les discussions sont encore récentes dans la tête de l'établissement et du soignant. Et le troisième chiffre que je voulais vous partager, c'est qu'on observe qu'il y a 80% de chances de réaliser au moins une deuxième mission quand il y a une première mission qui a été effectuée. On pourrait se dire 80%, c'est pas mal, mais nous, on le voit plutôt comme étant un chiffre qui interpelle aussi en tout cas qui amène à se poser des questions. Ça veut dire qu'on a un soignant sur 5
pour qui il y a eu un effort de la personne à candidater dans l'établissement. Ensuite, on a réussi à le faire travailler sur une première mission. Il y en a 1 sur 5 qui ne revient jamais dans l'établissement pour différentes causes, mais ce que j'évoquais avant, probablement un mauvais accueil ou en tout cas une incompréhension lors de l'accueil, ce qui fait que les établissements n'arrivent pas à pérenniser un soignant sur 5 qu'ils avaient recruté en vacataire. Donc ici, pour nous, pas mal de points de travail pour améliorer l'expérience du candidat et l'expérience du soignant dans toute sa phase de onboarding en tant que vacataire. Donc concrètement, comment est-ce qu'on accélère le fait que cette personne, sa candidature est traitée, elle a un contact à l'établissement, comment on accélère le fait que cette personne vient travailler une première fois dans l'établissement et a une première expérience dans cet établissement, et comment on s'assure que cette première expérience, elle est un maximum positive pour que le soignant revienne et pérennise sa relation avec l'établissement. Et donc, je sais que côté Medipôle Saint-Roch, Zara, vous avez travaillé à ce processus. Donc, je vais vous passer la main pour vous nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour améliorer l'ensemble des chiffres que je viens de présenter. Oui, c'est tout à fait ça. Donc moi, du coup, je vous présente le projet intégration qui a été travaillé sur Medipôle Saint-Roch donc fin 2020. C'est un projet établissement, comme je vous dis, qui a été débuté fin 2020, mené sur toute l'année 2021 et qui maintenant est inscrit en routine sur la structure. C'est un projet qui a été initié sur un contexte de turnover au niveau des personnels soignants, comme je pense beaucoup d'établissements de santé ont connu sur la période Covid. Des difficultés de recrutement, mais surtout des difficultés de fidélisation des personnels soignants, que ce soit de jour, mais aussi surtout de nuit, qui nous ont, nous, amenés à nous questionner sur nos pratiques propres, sur les conditions d'accueil qu'on offrait jusqu'à présent au personnel et sur les actions d'amélioration qu'on pouvait éventuellement apporter à un parcours d'intégration qui était existant, mais qui était perfectible. C'est un projet, comme je disais, qui a été mené sur l'échelle de l'établissement, qui avait pour objectif, pour nous, de faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. L'idée pour nous, c'était de les former aux attentes et objectifs d'établissement en proposant un parcours de formation qui les amène à acquérir des connaissances et des compétences pour être opérationnels le plus rapidement possible sur le terrain, de façon à garantir la sécurité et la qualité des soins pour nos patients qui sont pris en charge. L'objectif pour nous poursuivi, c'est de fidéliser ces nouveaux personnels soignants, mais aussi, garder en tête de pérenniser les personnels en poste. Parce que, par effet vase communicant, on sait à quel point il est difficile pour les personnels qui sont en poste de former, de doubler des nouveaux personnels qui arrivent, qu'on n'arrive pas à fidéliser, qui s'en vont, et de répéter de manière chronique une nouvelle doublure, une nouvelle formation. C'est chronophage pour les infirmiers en poste, c'est psychologiquement compliqué. Et ça a des impacts d'autant plus sur les prises en charge patients. Et tout ça, ça a tendance à démotiver le personnel qui est en poste. Donc là aussi, pour nous, il y avait une vraie action à mener. C'est pour ça qu'on a décidé de mener ce projet, de le porter à bras-le-corps, parce que pour nous, on était persuadés qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de l'intégration de ces nouvelles arrivées. Donc, par voie de conséquence, il y avait directement un effet sur la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail pour l'ensemble de nos salariés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui a été mené au niveau de l'établissement. La direction nous a accompagnés dans ce projet-là et nous a soutenus, que ce soit au niveau de notre directrice des soins et aussi au niveau de notre directrice des ressources humaines. Il a été mené avec l'ensemble de l'équipe d'encadrement. Je pense que c'est un point important à souligner parce que l'investissement et l'engagement de toutes ces personnes-là, pour moi, est primordial pour que les projets menés dans les établissements de santé réussissent. C'est pour moi un des facteurs clés de ce projet. Donc, pour revenir au contexte de fin 2020, on était sur des tensions RH, comme je vous ai dit, on a été amené à se poser des questions et le point de départ de notre projet a été de mener une enquête sur le terrain, une enquête rétrospective auprès des collaborateurs qui avaient été embauchés au courant de l'année 2020. Donc, c'est un questionnaire anonyme qui leur a été distribué avec des questions en lien avec les outils qui leur ont été mis à disposition, l'accueil dont ils ont bénéficié, les difficultés ou les problématiques qu'ils ont pu rencontrer et les actions d'amélioration ou les points qu'ils pourraient proposer pour améliorer, nous, le parcours qu'on avait en place jusque-là.
toutes ces données ont été récupérées, analysées, et de là, on a pu sortir un plan d'action. Des actions, 4 grandes actions d'amélioration ont été identifiées de notre côté, qu'on pourrait classer sur 2 grandes thématiques. Une thématique en lien avec la formation et la doublure du personnel à l'arrivée sur la structure, et une thématique plus en lien avec le suivi, l'accompagnement et la guidance du nouvel arrivant tout au long de son parcours d'intégration. Donc, pour la partie formation et doublure, plusieurs éléments sont remontés. Pour nous, le temps de doublure nous a été remonté comme étant parfois insuffisant par le personnel soignant. Les personnels, il ne faut pas l'oublier, étaient nouvelles arrivées sur la structure, mais en grande majorité jeunes diplômés, donc un manque d'expérience professionnelle, ce qui peut aussi expliquer ce sentiment d'avoir un temps de doublure qui reste insuffisant. Et on a, nous, constaté que ce temps de doublure insuffisant correspondait aussi à des postes spécifiques. Quand on a une nouvelle arrivée qui arrive sur un service technique hyper spécialisé, comme les soins continus ou les urgences, le temps de doublure n'est pas le même que quand on arrive dans un service peut-être nécessitant moins de technicité, comme le service de chirurgie ambulatoire ou autre. Et le personnel de nuit aussi. Le personnel de nuit a jugé insuffisant le temps de doublure. Donc, tout ça, ça nous a amené, nous, à nous questionner sur ce que l'on proposait. L'ensemble des cadres, du coup, a révisé les temps de doublure par spécialité, par service. Nous les avons soumis à validation de notre direction. Et donc, des temps particuliers ont été identifiés par service et par type de poste, donc si la personne est de jour ou de nuit. Et de là, des règles ont été posées. Donc, le temps de doublure défini doit être respecté, quoi qu'il en soit, à l'arrivée d'un nouvel arrivant. Si pour une raison quelconque, le personnel commence sa doublure et pour des problèmes RH, il est amené à effectuer un remplacement sur un autre service et que le temps de doublure n'a pas été terminé, on se doit de reprogrammer le temps de doublure a posteriori pour que, quoi qu'il en soit, il ait bénéficié de la formation nécessaire et définie au préalable. Et pour les services spécifiques, des actions simples aussi ont été définies. Je parle par exemple pour les personnels de nuit. Il y a un temps de doublure de jour qui est aussi défini, puisque pour nous, l'idée est que le personnel qui va arriver et travailler de nuit doit avoir compris le fonctionnement de tous les circuits et l'organisation des services avant de pouvoir travailler de nuit. On sait très bien que le personnel de nuit est quand même assez souvent seul et isolé. Donc, il faut qu'il ait bien compris tous les principes, l'organisation, les fonctionnements du service avant de pouvoir basculer sur de la nuit. Donc ça, c'est le travail qu'on a effectué sur le temps de doublure à proprement parler. Et suite à l'enquête, en lien toujours avec la formation, le personnel soignant nous a indiqué que le temps de doublure qu'il avait réalisé au préalable était très axé, ce qui est, je pense, tout à fait normal, très axé sur l'opérationnel terrain. Donc l'infirmière qui va doubler un nouvel arrivant va se focaliser sur les soins qui vont être réalisés dans son service, les soins techniques, l'organisation de la prise en charge d'un secteur de soins défini, mais ne va peut-être pas présenter tous les logiciels métiers, leurs fonctionnalités, les différents cas de figure que l'on peut rencontrer, la logistique et tous les parcours qui s'organisent autour des prises en charge patients. Toutes ces spécificités-là et toutes ces spécialités-là ne sont pas spécialement abordées sur les temps de doublure. Donc, nous, ça nous a amené à nous questionner sur ce que l'on pouvait proposer pour que le personnel soignant ait à disposition tous ces clés, tous ces outils qui, visiblement, ne sont pas apportés par le temps de doublure. Et on a pensé à une formation à prodiguer au personnel soignant qui reprend plusieurs thématiques qui nous paraissent importantes à traiter. Donc, c'est une formation qui se dispense sur 2 jours où des thématiques en lien avec la qualité et gestion des risques sont abordées, comme le circuit du médicament, l'hygiène, l'hémovigilance, la prise en charge de l'urgence vitale, une présentation complète de l'établissement, de son organisation, de son fonctionnement, une visite complète de la clinique est réalisée pendant cette formation. C'est une formation qui se pratico-pratique, très ludique. Les apports théoriques sont là, mais sont minimes, puisqu'on part du principe qu'une formation infirmière, quelqu'un qui est diplômé, infirmier ou aide-soignant a eu sa formation de base. On n'est pas là pour refaire un cours théorique, mais on est sur de l'opérationnel terrain et du pratico-pratique, de la présentation de tous les circuits logistiques.
Pour vous donner un exemple sur la thématique, par exemple, circuit du médicament, c'est moi qui la dispense. Je ne suis pas pharmacienne et je ne prétends pas l'être, mais je m'attelle à leur présenter tout le circuit logistique du circuit du médicament à Medipol Saint-Roch, de la prescription par le médecin jusqu'à l'administration par l'infirmier. Donc concrètement, quand le traitement est prescrit, comment la pharmacie récupère la prescription, comment elle prépare le médicament, comment elle le dispense dans le service, où l'infirmier va récupérer les traitements, comment se préparent les piluliers pour les soignants, comment ils sont identifiés. Si je manque d'un médicament, comment j'accède à l'armoire de garde, où est-ce qu'elle se situe, comment je consulte les dotations en médicaments des différents services, etc. etc. De la même façon, pour l'hémovigilance, pas question de faire un cours d'hématologie, mais le parcours transfusionnel à Medipol Saint-Roch, concrètement, comment il se déploie, quels sont les formulaires à renseigner, où se trouvent les bannettes pour lancer une commande de transfusion sanguine, quelle est la procédure pour une transfusion en urgence vitale. Voilà, je pense que vous avez bien saisi le fonctionnement. Pour nous, la formation doit répondre à des questions très, très pratiques au personnel qui n'a pas rencontré ce type de situation ou qui n'est pas au clair sur tous les fonctionnements pour qu'il ait en tête toute l'organisation de l'établissement, les connexions entre les différents plateaux et qu'il arrive lui aussi à bien comprendre et appréhender sa position en tant que soignant et les actions qu'il doit mener pour une prise en charge optimale du patient. Des choses aussi dont je vous ai parlé concernant la visite de l'établissement. On va aller visiter le service de radiologie, je vais leur indiquer où se trouve le laboratoire, la salle pour passer un examen cardiologique, où est-ce qu'elle se situe, parce qu'ils sont amenés à brancarder les patients jusqu'en salle de cardiologie. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent les mettre en difficulté s'ils ne les ont pas vus pendant leur temps de doublure et qu'ils sont seuls donc, sur la prise de poste. C'est très chronophage pour eux, ça les déstabilise et ça les met en difficulté, et ça peut être un des éléments de démotivation et du fait qu'ils mettent fin à leur contrat. Donc voilà, c'est une formation, comme je dis, qui est dans l'échange, qui est ludique, qui est pratico-pratique. On fait beaucoup de mise en situation, je leur présente les logiciels, ils me font part de leurs difficultés et je suis là pour répondre à leurs questions et voilà, ça se passe dans l'échange. Donc pour la partie formation, voilà ce qui a été travaillé, c'est ce qui est proposé aujourd'hui. Et enfin, la deuxième thématique que je vous ai expliquée, c'est sur la guidance. Ce qui nous avait été remonté notamment par les personnels pool dans la clinique, c'est qu'ils n'avaient pas à leur arrivée un cadre référent, puisqu'ils étaient amenés à exercer dans différents services. Aujourd'hui, à l'époque, personne n'était identifié comme en charge du suivi et de l'accompagnement du nouvel arrivé sur la structure. Là, aujourd'hui, on s'est attelé à ce que chaque personnel soignant qui arrive sur la structure ait un cadre de santé référent du personnel soignant. C'est lui qui va être en charge de son accueil, de son suivi, de son accompagnement et de veiller à ce que son parcours d'intégration se passe dans les meilleures conditions. Et pour ce faire, on a élaboré une grille d'évaluation que l'on a travaillé avec l'ensemble des cadres et qui reprend l'ensemble des connaissances théoriques et des compétences que l'on juge nécessaires et que l'on attend d'un nouvel arrivant à l'issue de son parcours d'intégration. Donc, des choses, comme je le disais tout à l'heure, qui sont simples, mais qui sont répertoriées, qui vont servir de fil conducteur et de fil rouge pour le personnel, qui sait exactement ce qu'il doit acquérir comme connaissance, ce qu'il doit connaître, ce qu'il doit maîtriser pour être opérationnel sur le terrain. Donc, je parlais par exemple de l'urgence vitale. Dans cette grille d'évaluation, il sait que sur la thématique urgence vitale, il doit connaître la localisation de son chariot d'urgence, l'avoir vérifié à minima une fois sur sa période d'intégration, connaître la procédure d'appel en cas d'urgence vitale, voilà, et avoir fait connaître les vérifications quotidiennes sur un chariot d'urgence. Ce sont ces éléments-là qu'on lui transmet. Il est au courant de ce qu'il doit acquérir comme connaissances et comme compétences. Et surtout, nous, cette grille, elle nous sert de support pour le suivi, mais elle sert aussi à le rendre acteur dans son parcours. Parce que l'idée n'est pas non plus d'infantiliser le nouvel arrivant. L'idée, c'est vraiment de le mettre au centre de sa formation, de le responsabiliser et de le rendre acteur. Il sait sur quoi il est attendu. À lui aussi de revenir régulièrement vers le cadre de référence pour lui indiquer si des choses n'ont pas pu être vues, n'ont pas pu être approfondies, et à nous de mettre à disposition les ressources nécessaires, le temps nécessaire pour répondre à ses besoins et à ses attentes. Donc concrètement, je passe sur la slide suivante.
Une fois que toutes ces actions d'amélioration ont été travaillées et définies, on les a intégrées au parcours d'intégration que nous avions en place pour le rendre le plus efficient possible. Et aujourd'hui, sur Medipol, concrètement, voilà comment se passe un parcours d'intégration pour les nouveaux soignants. Donc, la première étape, c'est l'entretien et le recrutement qui est réalisé par notre directrice des ressources humaines, accompagnée ou non de cadres de service. Une fois le recrutement réalisé, la gestion administrative de l'embauche est assurée par les assistantes de ressources humaines. En suivant, le personnel rencontre notre gestionnaire des plannings, qui là aussi est un élément clé dans le parcours du nouvel arrivant. C'est elle c'est elle qui fait le premier lien avec les cadres de santé des services. Elle reçoit le nouvel arrivé, elle lui présente les premiers accès à les cliniques, elle lui remet ses badges, les codes pour les connexions aux différents logiciels. Elle va leur présenter le logiciel métier Octime donc pour la gestion de son planning. Elle va réaliser l'inscription sur Hublot, lui présenter le logiciel à proprement parler. Et elle va aussi lui donner les liens pour se connecter à notre base documentaire. On a un site aussi de formation en ligne où se trouvent des vidéos pour l'utilisation du logiciel DPI. Donc, tous ces liens-là sont mis dès le premier contact avec la gestionnaire des plannings, si le personnel en question souhaite aller le consulter avant de commencer à exercer sur la structure. À ce moment-là, elle fait un point avec l'agent, elle réalise son planning prévisionnel, elle lui remet, et dans ce planning prévisionnel, d'ores et déjà, est prévu le temps de doublure, selon ce que nous, on avait défini. Et cet échange se termine par une présentation au cadre référent. Donc, le cadre référent, lui, une fois qu'il a accueilli le nouvel arrivant, prend le temps donc, de le présenter et elle fixe avec lui un rendez-vous d'entretien d'accueil. Donc, cet entretien d'accueil peut se faire juste en suivant ou fixer un rendez-vous dans les jours qui arrivent, dans l'idéal avant le début de sa doublure. Et durant cet entretien d'accueil, la cadre de service présente le service à l'équipe, présente les services au personnel et l'équipe. Elle lui remet tous les protocoles prépondérants du service, sa fiche d'activité, et elle lui présente la grille d'évaluation que nous avions travaillée. Et elle lui réexplique du coup les attentes, nous, en termes d'acquisition de connaissances et de compétences. Cet entretien étant réalisé, la doublure commence pour le personnel en question. Et cette doublure, elle se fait avec un personnel soignant expérimenté qui est investi. Et surtout, le personnel soignant qui réalise la doublure a eu une présentation. En fait, tous les personnels qui réalisent des doublures chez nous à Medipol ont eu la présentation de la grille d'évaluation. Donc, aussi ont conscience des attentes qu'on a, nous, en termes de formation et d'acquisition de connaissances. Donc, une fois que la doublure est terminée, le cadre fait un point avec le personnel en question et elle évalue sa capacité à prendre le poste seul sur le service. S'il n'y a pas de problématique particulière identifiée, donc l'agent en question prend ses fonctions. Et par contre, une évaluation intermédiaire est réalisée au bout d'un mois. Et elle se fait sur la base de la grille d'évaluation qui est remise. C'est-à-dire que le personnel en question a sa grille, comme je vous disais, qui est un fil conducteur. Et à un mois, il arrive avec cette grille qu'il a lui-même renseignée. Donc, il fait une auto-évaluation et il se positionne, lui, dans son parcours de formation. Et il indique ce qui a été réalisé, ce qui lui manque, les difficultés qu'il peut rencontrer, ou s'il y a des soins ou des actions particulières sur lesquelles il voudrait être encadré ou sur lesquelles il voudrait être accompagné. Donc, ce point à un mois est vraiment, pour moi, un point très important parce que ça permet, déjà, on suscite l'échange avec le personnel, on prend en considération ses retours, il se sent vraiment écouté et accompagné. Et s'il y a des difficultés à ce moment-là, nous, on est à même de l'accompagner, de mettre en place des actions particulières. S'il a un soin en particulier qu'il n'a pas vu et sur lequel il voudrait être encadré, à nous d'organiser cette situation-là et de la proposer. Si je suis aujourd'hui en chirurgie orthopédique, mais que je ne suis pas assez à l'aise sur la gestion des VVC ou des backline, alors à moi en tant que cadre d'organiser un encadrement sur ce soin en particulier. Ça peut se faire dans le service en question, où on se met en contact avec les cadres d'autres services qui ont des patients qui sont porteurs de ces dispositifs-là, et on organise l'encadrement sur ce soin-là. Donc, ce point-là est très important et ça permet donc du coup d'identifier les actions d'amélioration et les soins qui n'ont pas encore été vus, qui doivent être acquis avant la fin de la période d'essai.
Ensuite, toujours dans le parcours d'intégration, la formation dont je vous avais parlé tout à l'heure est dispensée au personnel soignant. Cette formation, elle est délibérément réalisée un peu après la prise en poste, parce que pour nous, la faire dès le départ, avant que le soignant ou l'infirmier en tout cas soit sur le service, la formation risquait d'être un peu trop abstraite et ne pas lui parler. Aujourd'hui, faire cette formation à distance, ça permet vraiment d'être dans l'échange. Le personnel est déjà allé dans les services, fait les liens avec ceux dont on lui parle et aussi peut poser des questions par rapport à des situations, des difficultés qu'il a pu rencontrer. Donc moi, ça me permet vraiment d'être dans l'échange et là, répondre aux enjeux dont je vous parlais, vraiment d'être dans le pratico-pratique. On me fait remonter une situation et on la traite en direct pendant la formation. Et enfin, en fin de parcours, il y a un bilan de fin de période d'essai qui est réalisé, toujours sur la base de la grille d'évaluation intermédiaire. Et à l'issue de ce bilan-là, on estime que le personnel est opérationnel. Dans ces cas-là, on valide la période d'essai ou elle peut être amenée à la renouveler si on estime qu'il y a besoin d'approfondir encore certains éléments. Donc voilà, c'est un parcours qui évolue encore, parce que nous, on aime continuer à faire évoluer. Pendant la formation, moi, je fais des questionnaires de satisfaction. On prend en compte toutes les remarques qui sont faites et on continue de s'adapter tous les jours par rapport aux remontées qui peuvent nous être faites sur le terrain. Sur ce projet, comme je disais, tout le monde a été investi et embarqué et c'est ce qui a aussi fait que ça a pris. Et au tout début du projet, ce qui aussi a beaucoup, je pense, apporté, c'est que lorsqu'on avait aussi des échecs d'intégration, parce qu'on en a quand même eu, on a systématiquement contacté les personnels pour avoir leur avis, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, s'il y avait des problématiques particulières qui ont été rencontrées, pour prendre en compte ces retours d'expérience et continuer aussi à les intégrer dans notre parcours pour continuer à s'améliorer. Je pense que c'est une des clés de la réussite des projets, c'est de continuer systématiquement à évaluer, réévaluer et s'adapter. Donc voilà moi ce que j'avais à dire sur le parcours et le projet qu'on a mené sur Medipôle Saint-Roch. À l'issue de ce projet, Florian est venu sur Medipôle avec son équipe pour qu'on lui fasse une présentation et de là a découlé un socle commun groupe qui va vous présenter. Peut-être juste Zara, alors déjà merci pour cette intervention très précise, très concise. Désolée, si j'en ai perdu certains. Non, mais c'était concret au moins. Ouais, voilà, c'était très clair. Il y a une question de Diane, finalement, qui, dans le cadre de ce process, te demande si la manager de proximité, du coup, ne voit pas le futur salarié avant son arrivée. Alors, si, bien sûr. Comme je vous disais, soit elle est présente sur l'entretien d'embauche, ou sinon, dans la grande majorité des cas, elle le rencontre juste après la présentation à la gestionnaire des plannings. Donc, la gestionnaire des plannings qui rencontre le nouveau salarié à la suite de son embauche et qui réalise le planning et qui prévoit le temps de doublure, le présente au cadre référent. Le cadre du service, si on est sur un personnel qui vient prendre une ligne sur, par exemple, le service d'orthopédie, le cadre de référence sera le cadre du service d'orthopédie. La difficulté était plus dans les personnels qui sont en pool, puisqu'ils sont par définition amenés à exercer sur plusieurs services. Là, on a pris le parti de définir un cadre de référence qui fait partie, donc qui est un cadre dans lequel le personnel en question exerce. On fait en sorte que ce soit celui dans lequel le personnel exerce majoritairement. Mais de toute façon, le cadre qui, du coup, sera en charge de suivre ce personnel-là consulte aussi les autres consoeurs pour avoir leurs avis concernant les journées qui ont été faites dans d'autres services. C'est vraiment un travail en commun. Il ne faut pas que vous pensiez que ce soit quelque chose qui soit cloisonné. On a à un moment donné dû mettre un cadre pour que ça fonctionne, mais on travaille tous en collaboration et on échange tous au sujet des parcours de nos salariés. Super. Ok, merci Zara. Bah, écoute, Florian, peut-être je te laisse reprendre la main finalement sur le modèle d'intégration. Alors, tu as ton micro qui est coupé. Évidemment. J'ai envoyé, on voit pourquoi Saint-Roch avec Zara a été une grosse source d'inspiration dans le travail qu'on a fait en atelier et puis en visite avec la DRH Group. Ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir plusieurs établissements, Medipôle en faisait partie, et l'idée, c'était de prendre un peu le pouls sur tout ce qui se passait dans nos établissements, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont faites sur le terrain.
sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et il y a des bonnes idées partout. Il y en avait beaucoup à Saint-Roch, il y en avait aussi dans d'autres établissements. Et l'idée, c'était de faire une synthèse de tout ça. On allait aussi recueillir les avis aussi de nos nouveaux arrivants sur les établissements. Et on voulait savoir, eux, ce qui ressortait aussi. Et de tout ça, on est ressorti un modèle d'intégration qu'on travaille encore aujourd'hui, comme pour Zara sur Medipôle. C'est quelque chose qui a amené à évoluer. Et tout ça partait du contexte. Je rebondis aussi sur le chiffre que tu montrais tout à l'heure, Adrien, en disant qu'il y avait 80% des gens qui renouvelaient une mission. Et donc, ça veut dire 20% qui ne le font pas. Aujourd'hui, sur les 6 premiers mois, on a 25% de nos soignants qui ne renouvellent pas leur expérience au sein d'Elsan. Ça veut dire que on a une déperdition qui est quand même d'un quart de nos salariés sur les 6 premiers mois. Et donc, ça veut dire que toute cette phase d'intégration est hyper importante. Et quand on a interrogé les nouveaux entrants chez nous, il y a pas mal de choses qui ressortaient, comme avoir besoin de se sentir accueilli. Donc, ça veut dire que toute la phase de préparation de l'intégration, elle est très importante. C'est ce qu'on voit dans la première ligne avant la date d'arrivée, où on voit chaque rôle joué par le nouvel arrivant, le manager, le support d'intégration, le RH. Donc, je vous laisserai le soin de lire tout ça en même temps que je parle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous donner un peu la fibre de tout ce modèle d'intégration. Ce que nous avons dit aussi, c'est qu'il y en avait beaucoup qui pouvaient être perdus. Alors, ce n'est pas nécessairement que sur les process qu'a décrit Zara, mais c'est aussi tout simplement des fois sur j'ai pas mon manager le premier jour où j'arrive. Il n'est pas là. Moi, j'arrive, on me dit d'arriver à 8 h. Mon manager arrive à 9 h, par exemple. Ça, déjà, c'est un stress qui peut être présent pour le nouvel arrivant dès le premier jour. De ne pas connaître les lieux de vie, tout simplement, parce que des fois, on montre l'emplacement du service, mais on ne sait pas où est forcément le self, les vestiaires, etc. Tout ça, ça fait partie de choses importantes. Et c'est pour ça qu'on, dès avant l'arrivée, on peut déjà envoyer le plan de l'établissement avec les lieux de vie, comment fonctionne le parking, comment fonctionne la carte du self. Tout ça qui permet que, en fait, le premier jour, on soit moins perdu. Ce qu'ils nous ont aussi dit, c'est d'avoir un moyen des opportunités d'expression. Parce que des fois, ils n'osent pas en parler à leur manager quand ça ne va pas, en parler à leur RH. Et certains s'expriment plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. Donc, c'était aussi de leur laisser à certains moments dans le parcours, la première semaine, le premier mois, un moyen d'expression, que ce soit à leur RH ou à leur manager. Ils nous ont aussi dit, des fois, on ne l'entend pas quand ça va bien. Et c'est vrai que ça s'est ressorti plusieurs fois et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur un moment formel qui est la fin de période d'essai. C'est aussi le moment au manager de dire que, OK, il y a certaines choses qui ne vont pas, il faut les améliorer, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. Et c'est une attente des salariés qui est assez forte. Et une fin de période d'essai, c'est un moment un peu formel. Et c'est pas parce que ça s'est bien passé qu'il ne faut pas l'écrire. Et passer ce moment formel avec le salarié. Donc ça, c'était aussi important et c'est ressorti dans ce que nous ont dit les nouveaux entrants. Et donc, ça va aussi avec le fait de travailler les objectifs en amont. Il faut se parler tout le long de l'intégration, pendant la doublure, au-delà de la doublure. Les objectifs, on ne les fixe pas au moment où on fait l'entretien de fin de période d'essai, mais dès le début. Et c'est pour ça qu'une grille comme ce que fait Zara sur Medipôle Saint-Roch, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir des objectifs et puis de se réajuster aux besoins. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce modèle d'intégration. Et après, ce qui a été important pour nous dans une seconde phase, c'est digitaliser une partie de tout ça. Parce que ce qu'on voulait aussi, c'est que chaque manager ait accès à une grille d'entretien, à un formulaire d'entretien de période d'essai, etc. Et tout ça, on pouvait le faire une seule fois et pas le travailler dans nos centaines d'établissements, chacun dans son coin. Donc l'idée, c'était de travailler ça et puis ensuite de le digitaliser. C'est pour ça qu'on a fait appel à Etim et puis avec Alexandre. Si tu veux en dire 2 mots sur le partenariat qu'on a eu sur ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'objectif principal, c'est de pouvoir harmoniser finalement en fait, l'ensemble du
process d'intégration en partant d'un socle commun, avec des actions qui seraient communes en fait à tous les nouveaux collaborateurs, hein, peu importe l'endroit, le site, l'établissement dans lequel le collaborateur arrive. Et puis derrière, de pouvoir avoir après des parcours un peu plus spécifiques en fonction, effectivement, du site, mais aussi du type de contrat, du type de métier. Donc, on va assez loin aujourd'hui, nous, sur la personnalisation des parcours. Hein, c'est vraiment une des forces de la solution, d'ailleurs, sans la jouer trop commercial aujourd'hui. Mais voilà, ce qui est important de bien comprendre, c'est de pouvoir répondre à cet enjeu d'harmonisation en partant d'un socle commun, puis avoir des parcours très spécifiques. Et ça, de façon digitalisée, c'est-à-dire de façon automatisée. Donc ça, c'était un point important. Et puis, ce qui est intéressant avec Florian, l'idée, c'est aussi d'améliorer l'adoption finalement de la solution après le GIE, améliorer l'adoption au sein de l'ensemble des établissements Elsan. Et donc, pour ce faire, on a mis en place un plan d'action où on a réalisé, donc mis en place ce tronc commun, réalisé un kit de communication. Bien que le travail de Florian en interne, de lobbying, entre guillemets, sur le bienfait de la solution, les bénéfices apportés finalement, hein, comment gagner du temps pour les équipes RH, comment effectivement améliorer l'expérience en amont de l'arrivée d'un collaborateur. Tout ça aujourd'hui, c'est formalisé et voilà, l'idée est passée. Donc, on compte aujourd'hui une dizaine d'établissements qui utilisent la solution en plus du siège. Et finalement, l'idée, je pense que maintenant, la solution est bien cadrée, ou en tout cas dans la tête, dans l'esprit finalement des établissements. En tout cas, la méthodologie, elle est finalisée, elle est prête. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner en fait le reste des établissements sur justement cette digitalisation, sur cette harmonisation, sur comment faire gagner du temps sur les process auprès des équipes RH tout en améliorant l'expérience collaborateur. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tronc commun qu'on a mis du temps à mettre en place la première fois. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui va assez vite et assez naturellement avec les nouveaux établissements qui sont volontaires pour digitaliser cette partie. Et puis, c'est aussi l'échange qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est aussi avec Adrien. C'est que là, évidemment, quand on voit un parcours qui va plus d'un mois après, c'est qu'on s'adresse forcément à des personnes qui sont en CDI ou des CDD longs. Et l'idée de l'échange aussi aujourd'hui, c'est de s'adresser à cette population qu'on appelle vacataires dans notre secteur, qui sont des CDD courts. Et c'est pour ça que je te laisse présenter, Adrien, ce qu'on peut faire pour nos vacataires pour mieux les accueillir dans les établissements. Ouais, effectivement, nous, on a travaillé un petit cadeau en fait, pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, En fait, on a travaillé avec Elsan, notamment à la contribution d'Elsan, à un pan bête, ou en tout cas une checklist de choses auxquelles vous pouvez penser avant, pendant et après l'accueil d'un ou d'une vacataire dans vos établissements. Donc, en simplifiant un petit peu le process et en le rendant plus agile, puisqu'on se parle d'intégration de personnes qui vont être là un peu moins longtemps. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir le récupérer, ce modèle. Donc, vous allez recevoir en follow-up de ce webinaire la présentation. Dans la présentation, il y aura le lien avec le bouton qui vous permettra d'aller directement récupérer ce modèle qui est en plus interactif, qui vous permet en cliquant sur les différents checks de vous dire que vous avez suivi l'ensemble des étapes. En gros, l'idée, c'est de dire c'est pas parce qu'on accueille des vacataires ou c'est parce qu'on travaille avec des vacataires qu'il ne faut pas faire d'onboarding, qu'il ne faut pas faire d'intégration. Par contre, ça nécessite une adaptation pour avoir un niveau d'effort qui est réaliste par rapport à la durée de la mission. Mais une bonne intégration, et on le disait au début, une bonne intégration, un bon accueil, c'est aussi la garantie d'avoir quelqu'un qui va revenir. Et donc, quelqu'un qui va revenir, c'est une autre personne qu'on n'a pas besoin de recruter. Donc, finalement, c'est aussi du temps qui est économisé. Et nous, on est convaincus chez Hublot, parce qu'on le voit tous les jours de la part d'établissements qui le font bien, que c'est aussi un super vecteur de recrutement de personnes sur le long terme. On a tendance à dire vos CDI de demain, c'est vos vacataires d'aujourd'hui. Et donc, il faut prendre soin des vacataires et de leur intégration pour pouvoir les fidéliser.
après les avoir attirés pour avoir une chance et une opportunité d'en convertir un certain nombre en CDI. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite annonce que vous allez pouvoir retrouver directement dans la présentation Ce Pense Bête. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez, parce que vous l'avez vu, hein, ces maquettes d'onboarding et ces process d'onboarding, ce sont des choses qui évoluent dans le temps. Et d'ailleurs, je vous invite à vous en saisir et faire évoluer pour que ça reflète aussi la réalité de vos différents établissements. Mais c'est un travail en continu. Et j'ai beaucoup apprécié l'approche terrain en fait de Zara sur Medipôle, qui consiste à aller demander directement aux personnes ce qu'elles ont pensé de l'onboarding et sur la base de ça, faire évoluer le process. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est pragmatique. Ça ne prend pas énormément de temps et c'est toujours beaucoup plus riche que de récupérer uniquement un template. Donc, les deux approches doivent se compléter l'une l'autre, mais c'est notre contribution en tout cas, si on peut vous aider à ne pas oublier certaines étapes. Voilà, je voulais vous annoncer ça et puis on peut peut-être prendre quelques questions dans le chat qui ont été posées. En tout cas, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'ici. On a un grand nombre de personnes qui sont connectées, qui sont restées jusqu'au bout, donc ça fait toujours plaisir et je pense que le sujet était d'intérêt. Super, merci Adrien, qui est le Père Noël avant l'heure finalement, hein, puisqu'il donne des cadeaux avant le 24 décembre. Oui, exactement. Là, je crois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Ah non. On avait une question de Stéphanie, je pense, qui est peut-être pour toi, Florian. Est-ce que vous avez pu déjà mesurer un impact sur le nombre de périodes d'essai ou sur le nombre de ruptures de périodes d'essai? Alors, comme on l'a mis depuis un an, la population est encore assez faible pour comparer d'une année à une autre. C'est assez difficile de se prononcer là-dessus. Puis les effets de rupture de période d'essai aujourd'hui étaient assez limités dans les départs parce qu'il y avait quand même pas mal aussi de départs après la période d'essai. Donc, il n'y a pas que ce facteur de période d'essai, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est plutôt, on fait comme pour Zara, des études tout au long du parcours d'intégration et on a des retours assez positifs à 80% au-dessus de 8 sur 10 qui sont sur le programme d'intégration, que ce soit la partie process ou la partie outils. Donc l'accompagnement des équipes et le fait d'avoir les documents avant d'arriver, le fait d'avoir les process et protocoles à disposition, etc., de moins être perdu. On a vraiment eu un effet qu'on constate sur les chiffres de satisfaction de nos salariés. Après, par contre, ce qu'on peut peut-être rebondir sur les verbatims qui sont ressortis aussi des intégrations. Il y a eu beaucoup de personnel qui ont exprimé le fait de se sentir accueillis dès qu'il y a une intégration qui est mise en place et une période de pré-intégration. Les managers aussi. C'est plus pour des nouveaux managers qui ne savent pas comment gérer une intégration. Le fait d'avoir une intégration digitalisée où on leur dit quoi faire à quel moment, ça permet de les guider tout simplement quand ils sont nouveaux sur la fonction. Et ça aussi, ça a été une aide pour eux. Donc, pas seulement pour les salariés, mais aussi pour les nouveaux managers. Je pense qu'il y a une question plus pour toi, Alexandre. Alors, oui, alors on peut faire une démo courte. On a un support de vidéo d'une démo courte de 5 à 10 minutes. Mais aussi, si vous voulez, Sakina pourra aussi prendre le temps, pourquoi pas, de faire une démo peut-être un peu plus personnalisée, si vous voulez, en fonction de votre scope. Je pense que c'est une demande qu'on
on prendra le temps, on prendra le temps de vous recontacter dans ces cas-là à la suite de ce webinaire, sans problème, pour vous envoyer du contenu et si, dans le meilleur des cas, d'organiser une démo un peu plus personnalisée. Avec plaisir. Ok, bah écoutez, il est 12h30, le timing est parfait. Ce qui est prévu de toute façon, c'est qu'on le webinaire sera ensuite accessible, hein, bien entendu, pour tous les participants et puis même pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, et du contenu supplémentaire qui vous sera envoyé, bien entendu, par la suite de notre côté. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. On était ravis de vous présenter du coup cette thématique. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et potentiellement une partie 2 à venir. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.